vous propose que nous démarrions maintenant ce webinaire sur l'EDI avec Didier Bias, hein, qui est notre expert métier. Didier, tu vas nous présenter en gros les principales, on va dire, fonctionnalités, l'intérêt de l'EDI et puis aussi le devenir de l'EDI pendant à peu près 20 minutes, 25 minutes, hein, pour ensuite laisser libre cours aux questions-réponses qui s'en suivront. Allez, c'est parti. Comme je disais dans ma présentation, je suis en freelance, donc conseil en EDI, à travers ma petite structure que j'ai appelée Ferléo Conseil. L'EDI, c'est un système informatique qui s'intègre dans un processus de traitement de données destiné à gérer du business. Et c'est quelque chose que je ne cesse de répéter depuis que je pratique l'EDI. L'EDI, ce n'est pas l'informatique, c'est 90% de métier, c'est 10% d'informatique. Voilà. J'insiste là-dessus. Je pense qu'il faut ne pas s'attarder sur le fait que l'EDI, c'est compliqué, c'est de l'informatique, c'est pas du tout ça. C'est avant tout une problématique métier, d'échanger des données métiers, des données pour la vente, des données pour la supply, des données pour la finance. Donc, c'est bien des métiers différents. Et puis, pour tout projet EDI, un projet a toujours besoin d'un sponsor. Et je considère que l'EDI appartient à ce que j'appelle au périmètre du dirigeant. Le dirigeant, ça peut être le responsable d'un service ou un responsable d'une grande fonction. Parce que l'EDI a des implications stratégiques et c'est à ce titre-là que le dirigeant doit s'impliquer. Voilà. Alors, si vous devez mettre en place l'EDI, l'objectif final de l'EDI, c'est il faut se poser les bonnes questions, et c'est toujours des questions métiers, c'est pour qui et pourquoi faire. Voilà. Est-ce que vous cherchez à améliorer la qualité des échanges de données? Est-ce que vous voulez automatiser des tâches répétitives? Est-ce que vous voulez anticiper des gestes métiers? Améliorer la qualité de données, c'est éviter les ressaisies, par exemple. Des tâches répétitives, c'est l'envoi répété de documents. Hein. Une facture, c'est envoyer des factures tous les jours, envoyer 150 ou 300 factures tous les jours, ou traiter 150 ou 100 commandes, c'est du travail, c'est du répétitif. Et anticiper des gestes métiers, enregistrer une commande le plus rapidement possible afin de pouvoir déclencher les opérations de préparation derrière, c'est des gestes métiers. C'est les questions qu'il faut se poser. Et puis ensuite, avec qui veut-on faire de l'EDI? Et pour ça, avant de prendre une décision, je veux faire de l'EDI parce que le client me le demande, ce qu'il faut prendre en compte, il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est la complexité des données et le processus, et le volume et la fréquence des données à échanger. Voilà. C'est le nombre de partenaires, la complexité et le volume qu'il faut prendre en compte pour prendre la décision de faire de l'EDI ou pas. Il ne suffit pas seulement de répondre à, je vais dire n'importe quoi, il ne suffit pas de répondre à Auchan ou Carrefour qui vous oblige à faire de l'EDI parce que c'est la menace, si vous ne recevez pas nos commandes EDI, ben vous n'aurez pas de commande. Voilà, de combien de commandes on parle, etc. Il y a plusieurs façons de faire de l'EDI. Est-ce que vous voulez que les échanges de données s'intègrent directement dans votre site, dans votre système d'information? Votre système d'information est-il déjà communicant? Est-ce que vous avez des connexions avec l'extérieur? Si oui, vous avez deux choix pour faire l'EDI. Vous pouvez faire ou faire vous-même. Faire vous-même, ça veut dire que vous devez avoir un service informatique qui connaît bien, qui est formé et qui connaît bien les problématiques de connexion réseau EDI,
ou la syntaxe des messages EDI. Ou faire faire, et faire faire, si vous avez affaire à des prestataires EDI spécialisés. Au niveau des préalables aussi, ce qu'il ne faut pas oublier avec votre partenaire, c'est de faire ce qu'on appelle une convention d'interchange. Et cette convention d'interchange, elle a plusieurs objectifs. C'est de formaliser la manière dont vous allez échanger des données. Vous allez formaliser l'engagement des données, de données structurées. Vous allez formaliser les échanges dans un cadre juridique. Il faut, c'est pas anodin d'échanger informatiquement des données. Il faut bien que ce soit encadré dans une convention bipartite, parfois tripartite, pour éviter des problèmes ou savoir traiter les problèmes le jour où ça ne se passe pas bien avec votre prestataire ou votre client. Et donc, dans la convention d'interchange, il y aura, ça va trop vite. Excuse-moi. Non, non, c'est bien. Il faut bien indiquer quelles sont les parties prenantes. On précise les messages échangés. On précise les exigences fonctionnelles et techniques et la conservation des données. Au niveau, quand je dis qu'on précise les messages échangés, si vous n'êtes pas capable de traiter un message, si vous avez un client, bon, je vais rester dans le retail pour l'exemple, si le client vous dit je vous envoie on veut traiter les commandes, on veut traiter les avis d'expédition et les factures, si vous ne savez pas traiter un message, vous le mettez dans la convention d'interchange, on le met dans la convention. Je ne sais pas faire le DSADV, donc je ferai pas le DSADV, ou je ne fais pas la facture pour le moment, et je ne fais pas la facture. Mais ça, il faut le dire, ça va toujours mieux qu'en le disant. Je passe à la suite. Hein. Et puis, ce qu'on précise aussi dans la convention d'interchange, c'est les procédures de secours. On fait comment si ça ne marche pas, on appelle qui, dans quel délai, et on peut avoir, et on précise, des procédures différentes suivant les messages. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en flux tendu, si au bout si vous recevez les commandes, devez recevoir les commandes tous les jours à 8 heures d'Intermarché et que vous ne les avez pas à 8h05, c'est une procédure de secours à déclencher. Parce que vous devez, le contrat, la promesse client, c'est de livrer cette commande arrivée avant 8 heures, de pouvoir la livrer à partir de l'après-midi, par exemple. Donc, il faut absolument respecter et mettre en place des solutions qui vous permettent de respecter la promesse client. À l'inverse, une facture qui n'est pas partie, c'est pas grave, ça peut attendre jusqu'à la veille de l'échéance, j'exagère, mais c'est un peu ça. Ne pas hésiter lorsqu'on a une nouvelle demande, c'est d'exprimer le besoin, auprès de son service informatique, et c'est le métier qui exprime le besoin et qui rédige un cahier des charges en rappelant le contexte, dans le type on dit quel type d'échange il s'agit, quel type de partenaire, est-ce que c'est une commande, est-ce que c'est un avis de paiement, est-ce que c'est un DSADV, voilà. Et on définit aussi le niveau de criticité. Si on met en place un DSADV, il faut être sûr que ce DSADV va partir au top, après les portes fermées, au top camion départ. Au top départ camion. Et puis, on informe aussi son SI sur les contraintes de budget et de délai. Si on ne met pas en place un avis d'expédition, si on ne met pas en place un message avec le prestataire logistique qui doit faire les préparations de commande, ça coûte de l'argent parce qu'on ne saura pas, c'est de la perte de chiffre d'affaires, voilà. Et on détaille le besoin, on rappelle la fonctionnalité du message, l'application concernée
les données concernées et où se trouve la donnée dans le message EDI. On peut passer. Si. Donc, les messages les plus courants qu'on trouve dans le retail, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, d'une façon générale, au niveau du retail, pour la grande distribution, les messages EDI sont très, très développés pour l'alimentaire, un peu moins pour le non alimentaire, de ce que j'ai vu chez les retailers du Nord. Et en bricolage, c'est bien implanté également. Et les messages les plus courants, c'est la commande standard ou la commande à l'outil. La commande à l'outil, c'est quelque chose qui est complexe à intégrer, notamment quand on a des ERP comme SAP, pour pas nommer, où la notion de client livré, client final et client facturé, c'est un peu complexe parce que c'est du paramétrage à prévoir, parce que nativement dans SAP, le client, il est livré et facturé. Voilà. Le command départ, le livret A ou le relais A et toutes ces choses-là, c'est méconnu et c'est du spécifique. Ça devient du spécifique. L'avis de livraison est un message aussi complexe à mettre en place parce que d'abord, il doit refléter le contenu du camion, commande par commande. Ça nécessite parfois des investissements en marquage des colis, marquage des palettes, impression d'étiquettes à des formats bien précis, et ça nécessite parfois de repenser l'organisation et la préparation des expéditions. À quel moment je fais mon marquage, à quel moment je fais ma déclaration d'expédition. Est-ce que je le fais au moment du picking? Est-ce que je le fais au moment du chargement? Voilà, il y a selon les expériences, enfin selon les métiers, ça peut être différent. Et puis, il y a toujours un lien étroit entre l'application commerciale et l'application gestion d'entrepôt. Si vous avez un logiciel gestion d'entrepôt, il faut bien veiller à ce que dans ce logiciel gestion d'entrepôt, il y a bien toutes les informations commerciales, c'est-à-dire les informations nécessaires à l'EDI, des codes EAN d'articles, des codes des GLN clients, etc. Ça, c'est pas toujours évident, il faut bien le vérifier. Et la facture papier et la facture la facture EDI remplace la facture papier et donc subit les mêmes règles comptables et fiscales. Je dis toujours que la facture EDI, c'est la facture papier et le contenu appartient à l'émetteur. Je veux dire par là que vous ne devez pas subir de pression d'un client qui vous dit ben moi dans la facture j'aimerais bien trouver telle information. C'est vous qui êtes propriétaire de la donnée et c'est vous qui êtes propriétaire de votre facture. Donc vous mettez sur votre facture les informations dont vous disposez et que vous traitez. Et puis, au sujet de la facture EDI ou de la facture en général, il y a une grande réforme qui est annoncée pour septembre 2026 qui aura des implications et des conséquences sur l'EDI, en ce sens où ça ne va pas bouleverser les messages EDI actuellement pratiqués, sauf à ajouter de nouvelles mentions réglementaires, mais c'est surtout que il y aura obligation de passer par un opérateur supplémentaire. Les opérateurs EDI actuels sont candidats pour être plateforme, ce qu'on appelle des PDP, agréés par l'administration fiscale.
mais ne nous leurrons pas, ils vont nous faire payer. Ils vont nous faire payer. C'est-à-dire que je crains qu'on aura des coûts supplémentaires qui seront au moins aussi importants que les coûts EDI actuels, que les coûts d'envoi EDI actuels. Okay. Je peux vous parler aussi de l'EDI. Est-ce que c'est mieux de faire de l'EDI ou faire de l'API? EDI, API. Alors, API, c'est un système d'échange de données aussi, qui est surtout fait, on fait du point à point, c'est-à-dire que c'est d'ordinateur à ordinateur. Et c'est en lien direct, c'est-à-dire que si vous avez 10 partenaires, vous aurez 10 connexions. À l'inverse de l'EDI, si vous avez 10 partenaires, vous n'avez qu'une connexion avec votre prestataire EDI, et c'est le prestataire EDI qui fait les 10 connexions. La différence entre les deux aussi, c'est que du côté EDI, il y a un langage qui est commun. API, c'est du langage propriétaire, il n'y a pas de langage commun. Et du côté EDI, ce langage est largement utilisé par une grande communauté. Il serait difficile de revenir en arrière. Et les API, c'est plutôt utilisé aujourd'hui pour des applications internes, c'est-à-dire des connexions interapplicatives, des connexions de données, des transmissions de données, des échanges de données entre applications internes. Et l'EDI, on a un message qui correspond à une fonction, il a un format et il est le même pour tous les partenaires. Et je disais avant, en API, vous avez un point, c'est-à-dire que vous avez un message avec un format par partenaire. Et, Okay. et donc, il n'y a pas, l'échange n'est pas normé. Et la norme API, ben c'est l'autre partie doit s'adapter au format qui est envoyé. Très bien. Ben, merci Didier pour avoir rappelé tous les fondamentaux hein, sur l'EDI. On arrive sur la section questions-réponses et je te remercie d'avoir synthétisé. En fait, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur l'EDI. Ton propos. Et puis, comme on est assez nombreux ce soir, j'imagine que les personnes qui sont avec nous ont aussi des questions précises par rapport à des points que tu as pu aborder. Et je propose à l'un d'entre vous ben, de poser vos questions à Didier et puis vous vous sentez libre aussi de répondre hein, si vous avez la connaissance auprès de cette question ou une expérience aussi à partager. Qui veut commencer? Alors Jean Ferréol, je le vois au milieu, il nous Oui. a rejoint. Alors peut-être que tu peux ouvrir le débat puisque tu as fait appel au service de Didier. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un service EDI Complètement. Alors interne, je peux commencer, je peux proposer de commencer. quelle était ta problématique et puis globalement, ben voilà, en quoi Didier a pu t'aider puisque c'est souvent des sujets techniques. Oui. Alors bonjour tout le monde, je constate qu'il y a plusieurs personnes de Björg et compagnie, j'en suis ravi connecté au call. Je peux vous faire un retour d'expérience sur l'EDI, ce qu'on a fait chez Ecoton ou chez Björg et compagnie, avec l'équipe en début d'année et grâce au support de Didier. On est évidemment connecté en EDI puisqu'on travaille avec la grande distribution alimentaire. Donc on est évidemment connecté en EDI avec eux. On avait quelqu'un en interne côté informatique jusqu'à il y a 3 ans qui était expert de ça et qui gérait finalement toutes les problématiques EDI et en local chez nous basé à Lyon. Ce qui était très pratique pour nous supply chain parce que dès qu'il y avait le mot EDI dedans, on passait par lui. Mais ce qui a eu pour conséquence pour nous, supply chain, de nous appauvrir sur la connaissance EDI. Et quand cette personne n'était plus avec nous, et ben on a constaté qu'en supply chain, on y connaissait
entre rien et pas grand-chose sur l'EDI, que ce soit au service client comme sur l'ensemble des fonctions supply. Et que le mot EDI pour nous voulait dire informatique, et on avait un déficit du coup de connaissances. On ne savait même pas ce qu'on pouvait répondre aux clients et ce qu'on pouvait nous demander en interne à notre équipe informatique, qui entre-temps était localisée à Amsterdam, donc un peu plus compliqué parce qu'en anglais. Et en retour d'expérience qu'on a fait avec Didier, ça a été développer la culture autour de l'EDI pour les équipes supply chain. Et on était assez nombreux dans les 2 jours qu'on a fait avec Didier. On était une dizaine autour de la table pour rebalayer les fondamentaux de l'EDI. C'est quoi un cahier des charges de l'EDI? Qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce que les clients peuvent nous demander? Comment assez rapidement on est capable de le lire et de l'appréhender pour s'en faire le relais auprès de fournisseurs d'informations comme Generix ou auprès de nos équipes internes informatiques, pour être capable d'être exigeant dessus et d'en faire finalement une force plutôt qu'une faiblesse auprès de nos clients et auprès de nos process internes. Et on est sur le chemin, parce qu'on n'a pas fini très clairement, on a commencé avec Didier mais on n'a pas fini, on est sur le chemin de se réapproprier une connaissance EDI au sein de la supply chain Burg et compagnie, ce qui était un gros déficit pour nous. Tu peux nous dire pourquoi et comment tu ressens ce déficit? En quoi ça vous handicape de ne pas avoir cette culture, cette connaissance EDI? Quand un client te demande une connexion, tu sais pas ce qu'il te demande, du coup tu la relais à l'informatique sans savoir si ça prend 10 minutes ou si ça prend 10 jours de développement. Et donc quand l'informatique basée à Amsterdam te dit que ça va prendre 3 mois parce qu'il a autre chose à faire, et bah tu subis et t'attends 3 mois parce que tu crois que c'est compliqué. Deuxième exemple, tu ne sais pas que dans les messages EDI, tu peux avoir des champs informatifs qui te sont utiles et que toi tu peux utiliser après dans ta chaîne d'information, dans ton ERP, parce que tu sais même pas qu'ils existent et tu savais pas qu'ils étaient dans la commande en fait. Voilà. Ok, merci, hein. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que Jean Ferréol vient de dire? Est-ce que vous êtes aussi dans la situation de Jean Ferréol? Ou comment est-ce que vous-même, vous avez réussi à développer cette culture de l'EDI chez vous? Bon, je vais juste faire une remarque. Effectivement, en fait, c'est très axé. Alors, pour le coup, moi, j'ai de la distribution alimentaire. C'est effectivement le DI Fact, parce que c'est le DI Fact qu'on a parlé beaucoup, qui est quand même une norme de DI. Effectivement, c'est des échanges en fait entre industriels et pour la partie que j'ai connue, distributeurs alimentaires. Après, c'est le DI au sens large aujourd'hui, c'est effectivement des API, mais aussi, c'est un truc bête, on l'oublie souvent, mais c'est de l'échange de fichiers à plat en CSV, quoi. Donc c'est pas forcément autant technique que la normalisation que demande la norme des IFACT, est quand même effectivement pour le coup qui a un petit peu de côté IT assez imbuvable quand on est externe et même à maintenir ou à faire maintenir sur des informaticiens. En plus, c'est des plateformes qui sont pour le coup très spécifiques. Donc c'est vrai que c'était pas forcément une très bonne expérience pour moi la partie EDI Fact. Alors, Damien, tu as levé la main. Oui, alors j'ai levé la main parce que je travaille chez Le Galet. C'est un distributeur des produits pour les secondes œuvres du bâtiment, majoritairement quincaillerie, plomberie et autres. Et on a aujourd'hui mené un gros chantier sur le DI. On a d'abord beaucoup travaillé sur l'orders. On essaie de développer l'order SP. On a la partie des ADV qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout travaillée. Donc ça fait relais au fait des difficultés qu'on peut avoir le CDAV. Et en fin de compte, j'en arrive à ma question, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, ma perception, et là c'est plus un partage d'une question, c'est est-ce que vous avez les mêmes problématiques de développement? En ce sens, on a plus de facilité à développer tout ce qui est orders, mais dès qu'on arrive sur le DSADV, le pourcentage de développement chute fortement et on n'arrive quasiment pas à développer le DSADV. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir aller avec mes équipes et je sens une résistance beaucoup plus importante que pour la partie orders ou l'order RSP. Donc j'aimerais savoir si c'est pareil pour tout le monde ou pas. Ça veut dire quoi développer des ADV? Vous êtes dans quel sens en fait? Bah, aujourd'hui, pour avoir le DSADV, et il n'y a pas le choix, je travaille avec mes fournisseurs, donc il faut que les fournisseurs soient enclins à développer le DSADV. Alors nous aussi, Ah, c'est vous qui voulez recevoir le DSADV de votre fournisseur? Excusez-moi, effectivement, vous avez raison de préciser, c'était pas clair au départ. Donc c'est oui, nous qui voulons recevoir le DSADV de nos fournisseurs.
Et vous êtes déjà en orders avec eux? Oui, donc Damien, tu es déjà en orders avec eux, puisque c'est toi le client vis-à-vis de tes fournisseurs. Hein. Exactement, on est déjà en orders. On développe de plus en plus l'order SP, donc en gros les AR, les ARC. Moi, je souhaite aller encore plus loin parce que d'un point de vue, déjà, ne serait-ce que RSE, parce qu'on utilise beaucoup de papier, donc ça pourrait éviter le papier pour la partie des ADV. Mais voilà, je sens bien que nos fournisseurs ont beaucoup plus de mal à travailler sur le DSADV. Donc, effectivement, moi, c'est nous le client et on va vers les fournisseurs, mais la problématique est peut-être la même ailleurs, la même peut-être dans d'autres secteurs. Donc là, c'est plus une question d'ordre général. Est-ce que le pourcentage de déploiement est toujours 60% orders, 40% des orders SP, et puis 10% sur des ADV, ou c'est juste symptomatique de mon secteur ou même de nous? Vous êtes sur quel secteur d'activité? La C'est du connexion est pas retail. très... C'est du Sûr, retail, pardon? donc c'est du retail. Donc en gros, on est les concurrents de Manutan. Je ne sais pas si ça parle peut-être plus à plus de gens. Ouais. Voilà. Donc en gros, on fait les Ok, mêmes choses donc, que Manutan. d'accord. Donc vous avez une population de fournisseurs qui n'est pas très habituée à l'EDI. C'est ça. C'est ça. Et C'est Ouais, mais est-ce que beaucoup vous qui avez fonctionnent quand mis, même l'orders, qui traitent est-ce que l'orders quand vous même. avez pensé à mettre en place ce qu'on appelle un portail Alors, fournisseur? alors aujourd'hui, sur tout ce qui est SPSRM, donc portail fournisseur, aujourd'hui, nous sommes en structuration. Donc c'est un projet, mais ce n'est pas encore mis en place. Ok. Parce que pour l'avoir vécu chez Kingfisher, que vous devez Ah connaître, bah oui. Ah bah oui. ils Je les connais un peu, oui. donc on devait mettre en place l'EDI avec 900 fournisseurs. Et sur les 900 fournisseurs, je peux vous dire qu'il y a 2 tiers qui sont obligés de passer par un portail. Parce qu'ils n'ont pas les structures, parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être faire les investissements sur l'EDI. Donc voilà, je ne suis pas étonné que vous ayez des difficultés à mettre en place le DSADV, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, c'est un message qui est assez complexe à mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous êtes si vous faites de la LOTI ou pas. Non, c'est la livraison directe entrepôt. Déjà direct entrepôt, oui. Donc, La c'est LOTI, déjà plus facile. Après, je ne sais pas ce que vous demandez, ce que vous voulez avoir au niveau des ADV. Est-ce que vous voulez mettre en place une traçabilité par numéro de lot? Ça aussi, c'est un facteur de complexité. Voilà, il faut bien définir. Enfin, je suppose que votre besoin en réception d'informations, avis de livraison est bien défini. J'espère, enfin, je pense que ce que vous avez, et est-ce que ça a été expliqué aux fournisseurs? Parce que si vous dites aux fournisseurs, ben voilà, on veut mettre en place le DSADV et le standard, c'est le GS1, ils vont appeler GS1 et le GS1 va leur dire, ben voilà, le standard GS1 du DSADV avec numéro de lot, avec numéro de AN128, etc., etc. Donc ils vont leur donner le plus complexe, alors qu'il y a moyen de faire simple. Il y a moyen de faire simple et qui répondra sûrement à votre besoin. ok. Donc c'est là où je disais tout à l'heure de bien définir son besoin interne, et de quoi j'ai besoin et pour quel message. Parce que si vous n'avez pas besoin de connaître les numéros de lot, si vous n'avez pas besoin de suivre une traçabilité produit, si vous n'avez pas de DLUO, enfin de date limite de vente à gérer, ben votre DSAD, ça devient une liste de colisage. Et ça, des listes de colisage, vos fournisseurs, les types de fournisseurs que vous avez, ils savent faire puisqu'ils savent éditer des bordereaux de livraison. Donc, un des ADV, c'est un bordereau de livraison. Hein. On est d'accord. Voilà. Mais Ok. bon, ça, vous avez répondu à ma question, en tout cas. OK. Est-ce que tu peux compléter, Didier, lorsque tu parles de portail fournisseur, j'imagine que tu fais référence à des portails web EDI, c'est ça? Donc, Oui, qui c'est sont ça. faciles à utiliser pour des fournisseurs qui sont soit trop petits ou qui ne souhaitent pas, on va dire, investir
auprès d'un prestataire EDI qui va leur permettre d'interconnecter leur système avec celui de leurs clients. Exactement. Ou bien ils ne veulent pas investir auprès d'un prestataire EDI parce que peut-être qu'avec Manutan, ils ont une livraison par mois et si maintenant est seul demandeur, ils ne vont pas aller investir dans l'EDI. Donc, par contre, si Manutan leur dit, ben voilà, pour déclarer vos livraisons, veuillez vous connecter au portail et déclarer votre livraison sur le portail. Et donc ça, ils vont l'accepter. Ils vont l'accepter. Donc ça veut dire qu'ils vont saisir eux-mêmes via le portail les détails de livraison. Hein. Oui, c'est ça. Et inversement, il y a même des portails qui vont jusqu'à générer l'étiquette EN 128. Hein. Ouais. Et inversement, lorsqu'un fournisseur reçoit par exemple une commande de la part de Le Gallé, via un portail Web EDI, est-ce qu'il y a des ponts qui permettent de relier finalement donc cette commande et de la verser directement dans leur système d'information sans avoir à la ressaisir dans leur système d'information? Est-ce que ça existe, ces passerelles? Oui, ça existe. Ça. On peut se connecter à un portail, récupérer, faire un upload, télécharger la commande dans un format. En général, on peut uploader un format CSV et puis à partir de là, intégrer dans le SI, mais ça nécessite quand même de créer informatiquement une interface. Hein, Okay. pour les... Voilà. Alors, je vous partage une expérience qui n'a rien à voir avec la logistique, mais qui utilisait la même norme quand j'étais chez Franprix. On avait une problématique en fait avec tous les magasins, c'était de gérer la facturation. Donc on prenait forcément des factures papier remontées par toutes les boutiques, dans les enveloppes, etc. Et on était tombé nous sur une. On a fait affaire un petit peu, mais très peu, sur une boîte qui faisait l'intermédiaire de ça. Donc, qui avait appris la capacité de prendre des factures, soit PDF avec de l'OCR, soit des fichiers CSV, comme vient de dire Didier, et de retranscrire ça en messages. Pour le coup, c'était des messages factures, mais ils font aussi toute la partie transport et logistique. Ouais. Et ça s'appelle. Je crois que c'est @GP, je crois. AGP, ouais, ils sont connus. Hein. Ouais, tout à Oui, fait. AGP, Voilà. ils sont. C'est la plateforme qu'on utilise chez Le Gallé. Ils savent convertir du PDF en format CSV. C'est la plateforme qu'on utilise chez Le Gallé pour information. Bon, bah ok, donc c'est pas une nouveauté, pardon. À l'époque, ça l'était, maintenant ça l'est plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, effectivement, le message facture, c'est un message là aussi important. Il y a aussi le message produit, Prodat, hein, la fiche produit. Est-ce qu'il y a des questions autour de ces messages qui sont parfois difficiles à intégrer ou à échanger? Alors, dans toutes les expériences que je suis passé dans quelques entreprises retail, en ce qui concerne les fiches produits, franchement, je ne l'ai pas vu. Franchement, le Prodat ou le Pricat, le Pricat, je l'ai vu avec un retailer italien, mais en France, je ne l'ai pas croisé. Je ne suis peut-être pas allé chez les bons, hein, mais il y a beaucoup de fichiers Excel qui sont échangés. Justement, c'est lourd hein, pour un fournisseur de renseigner ces fichiers Excel qui sont parfois envoyés par les distributeurs et inversement pour les distributeurs. Ils y tiennent, les distributeurs. Oui, alors comment vous faites pour échanger vos fiches produits auprès de vos clients? Nous, on passe par des portails clients, en fait. Si tu peux développer, Gwendoline. Donc, tu vas sur le portail client. En fait, moi, je ne connais pas trop cette partie-là. Moi, je me sers du Prodat en fait, avec nos prestataires logistiques. Donc, le Prodat, c'est un message qu'on utilise très souvent, qu'on a déployé avec nos entrepôts en France, en Angleterre, en Allemagne, pour partager la base article en fait, avec les entrepôts. Donc, le Prodat, on l'utilise, mais pas du tout à destination des clients. Et effectivement, voilà, pour la partie client, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais on va sur des portails, je crois que c'est Gaïa ou un truc comme ça, je crois. Et, mais voilà, mais ce n'est pas ma partie. Et le message Pricat, puisqu'on parlait du Pricat tout à l'heure,
on l'a tenté pendant un moment pour véhiculer tout ce qui était exigence contrat cadre, en fait. Par exemple, moi, je suis dans l'agro pour le retail et tout ce qui est des lieux résiduels voilà, du produit. Un client qui a une exigence qui est différente de notre standard. Voilà, on avait tenté de la véhiculer via le PRICAT. Voilà, Et mais c'était pas un grand succès. Le PROCAT, en tant que prestataire logistique, nous, on le reçoit, on l'intègre à notre WMS. C'est un flux EDI, certes, mais pas de complexité. Il nous vient de nos clients qui sont très souvent des e-commerçants et qui ont leur CMS. Ça arrive sur nos FTP et c'est intégré directement au WMS par échange EDI, directement lié. On n'a pas de gros sujets là-dessus. Et donc, mais qu'est-ce qui véhicule le message? Toute la fiche produit. Toute la fiche produit, que ça soit. Ah, le PRICAT ou le PRODAT? Non, PRODAT. Ah oui, le PRODAT, ok. Oui. Désolé, peut-être mal. Non, c'est moi qui n'ai pas. Tous ces échanges-là de fiches produits utilisent aussi les catalogues électroniques. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, à savoir comment est-ce qu'on publie ces fiches produits lorsqu'on a plusieurs clients, notamment dans le retail, mais aussi sur des plateformes, des marketplaces, de telle manière que ça prenne le moins de temps possible à publier. Par exemple, chez Le Galley, on utilise Akeneo, qui nous permet de gérer les 55 000, enfin les fiches produits de 100 000 produits et avec la fiche produit associée et toute la documentation et l'enrichissement nécessaire avec des vidéos lorsque les fournisseurs nous fournissent des vidéos. Donc, on rassocie cette vidéo-là directement dans Akeneo qui vient directement charger notre site web derrière. Ça s'appelle un PIM et mention spéciale à Akeneo qui est une boîte française. Pardon, excusez-moi. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour notre référentiel chez Le Galley. Ouais, mais c'est l'un des meilleurs au monde, quoi. Ils sont 2 ou 3 à se partager. Akeneo, c'est vraiment bien. Ouais. Donc un PIM, Product Information Management. Tu peux nous dire un peu comment que ça fonctionne, le PIM, Baptiste? Ah bah, moi, j'en utilise pas, je le connais le terme parce que je le croise effectivement quand on doit faire des échanges. En gros, effectivement, ça centralise à peu près toutes les informations qui peuvent être attachées à un produit. Donc, tout ce qu'on peut avoir dans le PRODAT, le PRICAT, plus le visuel, les descriptions sur le web, les traductions. Enfin, voilà, ça englobe vraiment voilà, tout ce qui peut être attaché à un produit. Alors, moi, j'ai bossé chez Casino, donc ça me faisait sourire tout à l'heure quand Didier parlait des fichiers Excel. Effectivement, on avait un service référentiel de X, je sais plus combien de personnes. Ils étaient très attachés à ça et c'est eux qui compilaient les données. Mais effectivement, le PIM fait office de ce fichier de référentiel avec, pour le coup, je crois qu'ils ont un portail aussi où on vient déposer des visuels, etc. Donc en fait, on transfère le travail qu'il y avait souvent en fait dans la collecte des infos, on le transfère en fait finalement au fournisseur en lui disant bah voilà, moi je t'ai créé le corps de ta fiche produit et voilà la liste de ce que tu as à mettre à jour quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça en général qu'on utilise un PIM et ça recense à peu près tout ce qui peut se faire comme information sur un produit à destination du web, des RP, de la presse, du print, enfin tout ce que vous pouvez avoir en diffusion. Ça sert à ça. Il y a ça, et je crois qu'ils sont 2. Je crois qu'il y en a un que c'est Akeneo forcément qui est le plus connu. Il y en a un autre qui doit s'appeler OneBase aussi, un truc comme ça, qui sont pour le coup très utilisés. Mais ça peut vite devenir une usine à gaz si on le fait pas bien par contre. Ça, c'est vrai. Il y a aussi des PIM qui sont utilisés par les industriels eux-mêmes. Lorsque un industriel a plusieurs centaines d'articles de produits finis qu'il vend à plusieurs réseaux de distribution, plusieurs clients, lui-même a intérêt aussi à utiliser un PIM donc pour centraliser son information produit. Ouais, après le PIM il est vraiment venu en fait avec le web pour les questions de diffusion. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en fait enfin j'imagine qu'il y a une marque, je sais qu'il y a Bonduel pas mal dans le groupe ou même Björg aujourd'hui, ça peut être cette utilité-là, pas forcément avec leurs fournisseurs ou les retailers, mais potentiellement sur tout ce qui est com publicitaire où tu publies des vidéos et tu les rassembles quoi. C'est un outil, voilà, pour le coup, le PIM, c'est vraiment un outil qui peut servir à toutes les branches de l'entreprise, voilà, de l'acheteur, du chef de produit, jusqu'à la partie marketing, quoi. Okay. Alors, l'inconvénient de ce que vous décrivez, là, le PIM, c'est que là, on va encore être en ce que j'appelle en point-à-point. Vous l'avez cité d'ailleurs, Casino avait un PIM, Auchan a aussi un PIM. Et c'est les fournisseurs qui viennent se connecter à ce PIM. Ça veut dire que
si Carrefour a un PIM, si Intermarché a un PIM, des gens comme Bonduelle vont devoir se connecter 3 fois. Ce dont parlait Thierry sur le catalogue électronique, au niveau du catalogue, il y a une instance internationale sur le catalogue électronique qui permet aux propriétaires des marques, propriétaires des produits, de publier leurs fiches produits. C'est-à-dire que le PIM, en fait, est relié à ce catalogue électronique pour publier les fiches produits. Et ces fiches produits sont disponibles à tout le monde. C'est-à-dire que c'est publié une fois et diffusé N fois. C'est le principe de l'EDI, c'est le même principe que l'EDI en fait. On a un type une donnée qui est à un seul endroit et qui est disponible pour tous. Et ça, cette partie catalogue électronique est largement utilisé par les produits alimentaires et très peu utilisé pour le non alimentaire. D'expérience, j'en parle parce que Auchan a voulu mettre en place un catalogue électronique, publier ses produits à marque sur un catalogue électronique en non alimentaire, et on s'est heurté aux normes, à la normalisation, GS1 sur ces produits parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues. Voilà. Okay. C'est très bien développé sur l'alimentaire, mais dans le non-alimentaire, ce n'est pas développé. Au niveau je parle du catalogue électronique. Hein. Les PIM sont un peu plus riches. Hein. Ok. Damien, tu avais une question? Une remarque? Tu n'as pas mis ton micro. Pardon, j'ai coupé le micro, excusez-moi. La remarque aujourd'hui, c'est que effectivement, dans la continuité du PIM donc d'Akeneo, il gère également l'intégralité de notre print et donc du catalogue de 3000 ou 3500, on est dans les limites du possible du catalogue, de 3500 ou 4000 pages. Et aujourd'hui, toute l'architecture du catalogue est bien centralisée aujourd'hui dans Akeneo et qui nous permet de gérer l'intégralité de toute la documentation liée au produit. C'était juste le complément de des informations qui étaient partagées tout à l'heure. Merci Damien. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce webinaire? Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre les catalogues produits ou les PIM et toute l'évolution qui est autour du QR code amplifié là en ce moment? Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience sur ça? Alors personnellement non, mais aujourd'hui le QR code en fait c'est en train de devenir, là, après on a tous entendu Amazon qui voulait la fin du code barre classique. Aujourd'hui c'est quand même un truc qui est très répandu aujourd'hui, le QR code, et comme Akeneo vient quand même pas mal du web, en fait c'est des choses qui proposent ça. Ok. C'est sûr que le QR code remplacera le code à barre. Hein. Ça, oui, mais c'est le amplifié en fait, hein, notamment qui, aujourd'hui, qui pose la complexité, hein, le fait de porter le numéro de lot, de porter la traça, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que juste remplacer le QR code, enfin le code barre par un QR code. Oui. Bon, sachant que le PIM, lui, il stocke, hein. Il n'est pas générateur en fait d'informations, donc il va vous permettre de stocker toutes les informations, mais c'est pas lui qui va faire le taf de l'encodage du QR code, qu'il soit amplifié. Oui, non, mais ça pouvait être il pouvait contenir notamment, enfin, on parlait tout à l'heure de fiches produits, de recettes, de tout ce que, enfin, le QR code peut demain aussi orienter vers ce genre de choses, en fait, les consommateurs ou. Tout à fait. Voilà, ça pourrait être ça. Bah, ça existe déjà, hein, je crois. Hein. Je fais un peu de veille, alors pour le coup, je suis pas un expert, mais j'ai vu passer des choses comme ça, et effectivement, le QR code est aujourd'hui très stocké dans les PIM, quelle que soit sa forme, qu'il soit amplifié ou pas. Pour eux, finalement, c'est juste de la donnée à stocker, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ta difficulté, Gwendoline, c'est de générer ce QR code amplifié ou c'est de l'enrichir? Bah, non, enfin, c'est un peu les deux. Aujourd'hui, clairement, oui, le générer et l'alimenter de données, entre guillemets, dynamiques au moment de la production, c'est très complexe, sachant qu'on est aujourd'hui en train d'étudier les impacts que ça peut avoir chez nous, notamment les cadences de marquage d'un QR code voilà, qui serait dynamique, donc qui viendrait porter un numéro de lot qu'on ne connaît qu'au moment où on produit,
et qu'on ne connaît pas avant. Hein. Donc, bon, voilà, on est à l'étude en ce moment, mais c'est vrai que donc ça, c'est vraiment les contraintes, on va dire, de production pour pouvoir mettre en place les QR codes amplifiés. Et au-delà de ça, bah, le fait de se dire demain, je scanne ce QR code amplifié et qu'est-ce que, en tant que consommateur, parce que nous, on fait que des produits agroalimentaires, voilà, le consommateur qui va acheter son produit, voilà, quand il est en grande surface, il scanne le truc et ça lui montre la fiche produit avec un visuel qui est sympa, avec une application qui est sympa. Voilà. Donc là, on fait plus le lien avec ce qu'on disait juste avant, avec la fiche produit et avec le PIN. Encore une fois, c'est une expression de besoin. Le QR code amplifié, de quoi va avoir besoin le consommateur? Est-ce qu'il veut capter la DLUO ou est-ce qu'il veut capter les ingrédients? Voilà, c'est ça. Après, oui, il y a des choses qui sont même déjà sur le packaging. Hein. La DLUO est sur le packaging. En fait, aujourd'hui, c'est la grande distribution hein, qui veut pouvoir capter le numéro de lot et un certain nombre de choses, de données qui sont liées au lot directement via le QR code amplifié. Le consommateur, je pense qu'il veut plus des valeurs nutritives, des idées de recettes, d'où ça vient, voilà, comment ça a été fabriqué, ce genre de choses, quoi. Après, la DLUO, elle est sur le packaging. Il y a quand même des choses qui resteront demain quand même marquées sur le package. Ben voilà, c'est ça. Bon. Très bien. On va arriver à la conclusion. Thierry, je voulais dire que à partir de, je pense que septembre, à la rentrée, je vais organiser un webinaire sur la facture électronique, la nouvelle réforme. Faire un condensé, un résumé de tout ce qu'on peut lire et entendre en ce moment sur cette réforme et se positionner plutôt côté utilisateur que plutôt éditeur de solutions. Voilà. Eh bien, tu nous communiqueras la date et puis on essaiera de se connecter à ce webinaire. Je vais te demander au niveau de la conclusion, est-ce que tu aurais des exemples de conventions d'interchange, de cahiers des charges pour justement bien exprimer les besoins avant de se lancer dans la définition d'un message EDI? Oui, je vais trouver ça, oui. De cette manière-là, moi j'intégrerai donc ces documents ces modèles types hein, dans le critère donc sur l'EDI qui est le numéro 8.2. Eh bien, je remercie Didier encore une fois donc d'avoir su nous capter en termes donc d'informations à la fois générales avec toutes les questions qui s'en sont suivies pour récapituler ce que c'est que l'EDI, ses impacts, son intérêt et puis la manière justement de construire et d'échanger un message EDI. Merci à toutes et à tous de vos participations croisées, c'était intéressant. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin et qui portera sur les contrats logistiques, donc cahier des charges et appel d'offres en matière donc de prestataires logistiques pour faire de l'entreposage. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.